J'ai donc voulu vous parler depuis un certain temps de cette initiative de Sadhguru, Save Soil, un tour du monde pour protéger les sols. Voilà l'idée, quoi. Pour lui, le sol a cet aspect poétique et magique dans le sens que ça transforme la mort en vie, hein, évidemment. Le sol, c'est le lieu où ce qui pourrit, ce qui est décomposé va nourrir la terre et va donner des récoltes. Et donc cette idée que le sol, c'est l'âme de tout ce qui vit sur terre, c'est ce qui est à l'origine de son mouvement, même si bien sûr elle a des opérations particulièrement scientifiques. Alors n'oublions pas que humain et humus ont la même racine, donc quand je dis comment on voyait les sols et les Indiens, on a beaucoup de cultures natives dans lesquelles la terre est la mère, hein, la terre-mère, même chez les Grecs en fait, Gaïa était une figure maternelle. Et puis il y a la notion de Pachamama hein, chez les Toltecs avec la terre-mère. Donc l'idée qu'on vient de la terre, qu'on vient du sol, en réalité vous la retrouvez chez les proto-indo-européens puisque humain et humus ont la même racine. Déjà à l'époque on était conscient, enfin peut-être pas conscient d'ailleurs puisqu'on ne savait pas que ça venait de l'érosion des sols, certains l'avaient suggéré à l'époque, mais bon les années 30 c'est quand même une période où on croyait que, par exemple, la tectonique des plaques n'existait pas. Il y avait ce mythe de la prairie domestique, c'est-à-dire de la capacité à avoir une unité de terre avec une grande diversité de plantes qui se nourrissent les unes les autres, et on aurait donc comme ça des plantes qui se protègent mutuellement, qui augmentent leur rendement mutuellement, et qui même se protègent des espèces invasives. Sadhguru ne pense absolument pas qu'il y a trop d'humains sur Terre, et pense encore moins qu'on ne peut pas nourrir tous les humains sur Terre. Donc voilà, si vous voulez, c'est assez fascinant de voir qu'on nous a vendu pendant des années, des décennies même, cette vision malthusianiste de ce qu'on est trop sur Terre et de ce que, bien entendu, on ne pourrait pas nourrir le monde entier parce que sinon on détruirait les sols. Non, en réalité, c'est ça le point de vue de Wes Jackson. On peut augmenter les rendements agricoles et également nourrir et également protéger les sols. Alors, cette idée en fait qu'on puisse aggrader les sols et en même temps donc augmenter la productivité agricole mondiale, elle a toujours fait tiquer des agronomes un peu bas de plafond ou aussi des technocrates bas de plafond, que ce soit aux Nations Unies ou au Club de Rome. Oui, pendant longtemps, le Club de Rome avait la réputation d'être favorable à la décroissance, pas seulement économique, mais la décroissance du nombre d'humains sur Terre. Le Club de Rome avait clairement envisagé cette idée qu'on ne pourrait pas être 7 milliards ou 8 milliards ou 10 milliards sur Terre. Oui, bien sûr, on peut protéger les sols en augmentant nos rendements agricoles. Et ça, c'était vraiment, déjà à l'époque, dans les années 70, c'était une hérésie. Et on sentait déjà des blocages culturels, mais c'est marrant de voir qu'il y a une dissonance cognitive, c'est là que je voulais en venir, quoi. Une dissonance cognitive sur l'idée qu'on puisse protéger les sols et nourrir davantage de population. À d'autres échelles, vous voyez là, commencer d'abord avec un planteur de pin des Caraïbes automatique, bricolé dans un garage, et ensuite montrer qu'on peut faire du biodiesel avec des sols préservés, c'est là que je voulais en venir, c'est pas du biodiesel avec du maïs en monoculture et des sols détruits, c'est du biodiesel avec des sols non seulement protégés, mais améliorés, aggradés en fait. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs à désinstaller dans notre tête quand il s'agit de la préservation des sols, avec toujours le même problème écologique fondamental qui est que les gens croient que faire de l'écologie c'est chiant d'une part et que ça va détruire l'économie. On peut faire de l'écologie en ayant de meilleurs rendements économiques, en créant plus d'emplois, en créant plus de richesses, parce qu'en réalité c'est dans la protection des écosystèmes et des sols que se trouvent les relais de croissance et les relais de richesse de demain. C'est pas dans leur destruction. Là vous voyez le fameux avant, pendant, après. Mais vraiment, c'est une étude de cas au Costa Rica de préservation de la forêt et de préservation des sols. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plein de solutions, mais qu'on est toujours dans l'écologie du désastre, on est toujours dans l'écologie punitive, qui est là pour vous vendre la narration qu'on est trop sur Terre et qu'on doit se sentir coupable d'exister. Il existe tout un tas de solutions pour préserver les écosystèmes, et en plus, réellement, c'est la préservation des écosystèmes qui va être notre relais de croissance demain. Pourquoi l'Ukraine ? Parce qu'elle a la meilleure terre du monde. L'Ukraine a une des meilleures terres du monde, si ce n'est la meilleure terre du monde, et elle a en tout cas la moins chère. Donc l'Ukraine, c'est le meilleur rapport qualité-prix au monde pour la terre, de très 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 loin. Les principaux trusts agricoles qui cherchent à s'implanter pour exploiter ces terres. Et évidemment, ces terres sont très peu chères. Ce qui est si spécial avec l'agriculture ukrainienne, c'est donc ce sol noir qui, dans le cas ukrainien, est appelé tchernozem. C'est vraiment le triple A, si vous voulez, puisque c'est vraiment vu par les financiers comme une commodité. C'est le triple A
de la productivité agricole. Et là, vous voyez donc Ukraine-Russie, 500 $ l'hectare. 500 $ l'hectare, 20 fois moins, jusqu'à presque 40 fois moins que le Royaume-Uni et plus de 20 fois moins qu'aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, Bill Gates est donc un land grabber de première. Il achète du terrain agricole dans tous les sens et c'est certainement pas sur le groupe Altis, ni l'Express, ni BFM TV, ni RMC, les grandes gueules, j'en passe, et tout ce qui est l'ex-presse en deux mots, c'est-à-dire la presse d'avant, mais qui n'est plus de la presse aujourd'hui. Donc, comment la fondation Gates drive le système agricole mondial? Je peux vous garantir que Gates se fait passer pour un philanthrope, mais qui gagne énormément d'argent. D'abord, il en a gagné sur les vaccins, il l'a dit lui-même, x20. Il l'a dit dans plusieurs interviews, on peut faire x20 sur les vaccins. Si tu fais x20, c'est pas de la philanthropie. Ça, d'une façon générale, hein, si vous voulez des engrais, c'est NPK, donc azote, N, nitrogen, azote, phosphate et potassium, K, kalium, potassium. Cette terra preta, on peut la faire. Alors, ce que vous voyez à droite de l'image, normal, c'est en fait du sol pré-sahélien, en quelque sorte. Hein. Le sol au Sahel, c'est carrément plus que de l'argile et du sable. Et même assez peu d'argile finalement, entre 5 et 10% d'argile. Donc il n'y a plus de matière organique dans le sol. Elle n'est pas noire. Si vous creusez un sol sahélien, il n'est pas noir. Eh bien, il pourrait l'être. Vous voyez comment un volcan en Alaska peut avoir un impact sur l'histoire du monde, sur la géopolitique mondiale. Et en fait, la raison pour laquelle Homo sapiens sapiens est sorti d'Afrique est très très certainement l'éruption du volcan Toba, du supervolcan Toba, en 75 000 avant Jésus-Christ. 75 000 avant Jésus-Christ, c'est beaucoup, mais par rapport aux 330 000 ans de Homo sapiens sapiens, c'est pas tant que ça. Le cas chinois, où là, ils ont fait de la réforestation et de la lutte contre le dragon jaune, le désert, une cause nationale, avec des moyens chinois à très grande échelle. Ça, c'est pas une image de synthèse, c'est vraiment un avant-après de la reforestation en Chine. L'origine même de la civilisation chinoise et de son unité, c'est aussi la lutte contre la désertification. Le mûrier, un arbre fait pour protéger les sols, eh bien en fait a créé deux révolutions chez les Chinois, la route de la soie et le papier, parce que c'était fait avec de l'écorce de mûrier, le papier au départ. Donc le mûrier protégeait les sols, ça a donné la route de la soie, ça a donné le papier, qui a donné d'ailleurs le papier-monnaie. Donc pas mal quand même, pas mal pour juste un truc qui va protéger les sols. Vous voyez les conséquences économiques, quand je vous dis préserver les écosystèmes, ça va amener des conséquences économiques majeures, je me fous pas de vous en fait. Imaginez demain, on a un bâtiment de projection et de commandement, donc c'est les BPC, notamment la classe Mistral en France, qui arrive dans une escale purement politique dans un pays du Sahel et qui comme démonstration de force française, vous dégaine un escadron de drones qui va faire du seed bombing dans différentes zones et le passage va laisser des arbres. C'est quelque chose de tout à fait envisageable, c'est pas du tout utopique. Ce sont des technologies qui sont tout à fait réalisables. Donc cette initiative Save Soil par Sadhguru, évidemment, elle a tout mon soutien. Je considère qu'elle est vraiment excellente et que on devrait s'en inspirer maintenant. Irriguer la terre d'intelligence, c'est ce que font les Néerlandais. Il faut irriguer la terre de savoir-faire, de méthodes, d'intelligence. Il ne faut pas faire des petites coopératives hippies vite fait. Il faut partager les procédés, créer des forums. Il ne faut pas que chacun le fasse dans son coin. Ça n'a aucun intérêt si on fait comme ça. Et d'ailleurs, ça se voit économiquement parce que les présidiaux Slow Food ont créé au total des dizaines de milliers d'emplois. Donc c'est un succès économique majeur. Mais c'est aussi un succès gastronomique. C'est là que je voulais en venir. Et alors les brevets sur certaines semences, c'est à double tranchant. Et évidemment, le problème, par exemple, c'était même pas les OGM en soi, mais c'était l'idée que vous avez 2-3 compagnies qui possèdent 95% des brevets, à savoir à l'époque Monsanto, Syngenta. Alors en France, vous avez une coopérative qui est Limagrin, qui a réussi à avoir un peu de brevets, qui a réussi à pas être complètement dépassé. C'était du temps de Chirac, où Chirac voulait qu'on ait une souveraineté alimentaire in futurum, parce que gouverner, c'est prévoir. Les cités devraient produire une plus grande part de leur nourriture. Je ne suis pas pour, évidemment, les fermes verticales partout, mais les cités devraient produire davantage de leur nourriture. Merci vraiment infiniment, et retenez bien, save the soil.